Stanislas Vazak. Et tout de suite, une actualité chargée, politique, économique, sociale, analysée par Thomas Piketty. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait. À la veille de la mobilisation du mouvement intitulé Bloquons tout et au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou, sur fond de débat autour de la dette et de la taxation des plus riches, plusieurs questions s'offrent à nous. Comment expliquer la colère sociale qui traverse le pays? Comment expliquer également l'actuel échec des partis sociaux-démocrates? Ceux-ci peuvent-ils espérer pouvoir répondre à cette colère qui s'exprime aujourd'hui et depuis plusieurs années? Et à quelles conditions? Pour en parler, un invité ce soir, Thomas Piketty. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et vous faites paraître aux éditions du Seuil un livre d'entretien avec le philosophe américain Michael Sandel, un ouvrage intitulé « Ce que l'égalité veut dire ». C'est aux éditions du Seuil. Merci à vous d'être présent ce soir dans Question du soir. Aujourd'hui, nous nous réveillons dans un monde où ces sources de mécontentement se sont transformées en colère et en ressentiment, largement à cause de la manière dont la version marchande ou néolibérale de la mondialisation s'est déployée, des inégalités croissantes qu'elle a créées et du fossé toujours plus profond entre gagnants et perdants au cours des dernières décennies. Les partis de gouvernement, et en particulier le Parti démocrate aux États-Unis, et je dirais même les partis de centre-gauche dans beaucoup de démocraties, ont en réalité été parmi les plus fervents soutiens de cette version de la mondialisation et de la dérégulation. Puis il y a eu la crise financière, puis le sauvetage des banques, et c'est cela qui a durci la colère. La voix de votre partenaire de réflexion, Thomas Piketty, le philosophe américain Michael Sandel, et en réaction à ce qu'il dit, il faut dire que tous les gouvernements, tous les partis de gouvernement, de gauche comme de droite, ont été des promoteurs de la mondialisation qu'ils percevaient, je crois, comme une triple promesse: accroître les richesses, réduire les inégalités, pacifier le monde. Or, cette promesse est manquée en grande partie. Est-ce là l'origine de la colère sociale qui traverse une partie des sociétés occidentales ? Oui, oui, sans aucun doute. Mais moi, je voudrais insister quand même sur le fait que, dans le fond, il y a un mouvement historique de très long terme vers plus d'égalité et plus de prospérité, dont il ne faudrait pas oublier les acquis historiques. Et pour revenir à votre question, je pense que l'erreur, en fait, c'est on s'est parfois un peu assoupi sur ces succès, sur ces victoires passées, et on a arrêté de penser la suite. Et je pense qu'à partir des années 1980-1990, il y a plusieurs facteurs qui concourent à ça. Certains vont insister beaucoup sur la chute du communisme soviétique, qui, d'une certaine façon, était peut-être pas un aiguillon, mais en tout cas mettait la pression sur les pays occidentaux et pour aller vers davantage d'égalité, pour échapper au contre-modèle communiste. Moi, je pense que c'est pas forcément le facteur principal. Je pense que les partis sociodémocrates en Europe, de façon générale, socialistes, alors il y a des variantes sur les pays, travaillistes, socialistes, communistes, et c'est tout cet ensemble de forces, ont été pendant longtemps une force de transformation. Aujourd'hui, on utilise le terme social-démocrate pour désigner une sorte de centrisme un peu mou, et beaucoup de conservateurs utilisent ce terme pour désigner quelque chose finalement d'assez qui leur convient, qui est assez conservateur. Mais pendant très longtemps, les partis sociaux-démocrates ont été des partis vraiment de transformation et authentiquement révolutionnaires. Et vous savez, quand le Parti social-démocrate suédois arrive au pouvoir en 1932, il va transformer le système politique, le système social, le système économique suédois, qui était une des sociétés les plus inégalitaires d'Europe au début du XXe siècle, et qui va devenir une des plus égalitaires. Et ça fait frémir non seulement les possédants, mais vous avez des livres comme celui de Hayek sur la marche vers la dictature qu'il promet à ses amis votant pour les sociodémocrates suédois. Hayek, penseur autrichien, voilà, qui ensuite va se retrouver à défendre Pinochet dans les années 70, mais dans les années 40, ce qui lui fait peur, ce sont les sociodémocrates suédois, les travaillistes britanniques, et il dit à ses amis britanniques et suédois: attention, vous allez finir dans le bolchevisme. Alors ça fait sourire aujourd'hui quand on pense aux travaillistes britanniques, aux sociodémocrates suédois, mais c'est juste pour dire que pendant très longtemps, il y a eu cette force de transformation qui n'était pas simplement une réponse à la pression communiste, qui était aussi des partis de gauche démocratiques, des partis en faveur du socialisme démocratique, pour vraiment transformer profondément le système économique. Et à partir des années 80-90, c'est vrai que cette énergie propulsive, disons, c'est abaissé. Alors,
en partie du fait de succès passés, c'est-à-dire que je veux dire que c'est aussi qu'on a transformé de fait la société. C'est-à-dire nos sociétés sont devenues d'une certaine façon des sociétés social-démocrates avec un système public de santé, d'éducation, de services publics qu'aujourd'hui personne ne remet en cause. C'est-à-dire que même la droite ne va pas revenir à un monde d'il y a un siècle où il y avait moins de 10% du revenu national qui était socialisé. Aujourd'hui, on a entre 40 et 50% du revenu national qui est socialisé et personne ne va revenir là-dessus. Simplement, on a arrêté de penser l'étape suivante. C'est-à-dire que les partis de gauche se sont mis dans une posture principalement défensive, c'est-à-dire dire voilà, on a réussi de grandes choses, maintenant on va défendre. Sauf que ça suffit pas, parce qu'il y a des enjeux nouveaux, des enjeux climatiques, des enjeux sociaux, des enjeux internationaux, et si on se contente de défendre l'existant, d'autres vont proposer des transformations, notamment le courant nationaliste, nativiste qui s'est développé au cours des dernières décennies, et c'est ça finalement qui explique, je pense, une grande partie des crises qu'on observe aujourd'hui. On va y revenir, mais vous faites dans cet ouvrage intitulé « Ce que l'égalité veut dire » un aveu surprenant. Vous dites qu'en matière de réduction des inégalités, Thomas Piketty, vous êtes aujourd'hui optimiste. Qu'est-ce qui vous rend optimiste? C'est le fait que la mondialisation a tout de même réussi en partie à réduire sur le long terme une partie des inégalités? Non, c'est plutôt le constat qu'au cours du siècle écoulé, on a réussi, si on compare la situation aujourd'hui avec la situation d'il y a un siècle ou d'il y a 2 siècles, à aller finalement à la fois vers davantage d'égalité et davantage de prospérité. Je pense notamment aux pays européens d'Europe du Nord, mais aussi l'Allemagne, la France et dans une certaine mesure le Royaume-Uni et l'ensemble des pays d'Europe occidentale et d'Europe nordique ont à la fois, sur le long terme, ont à la fois beaucoup réduit les inégalités, c'est-à-dire malgré la remontée depuis les années 80-90, on reste aujourd'hui, si on regarde les écarts entre les 1% les plus riches, les 10% les plus pauvres, on va être sur des écarts après impôts qui vont être de 1 à 5, de 1 à 10, là où ils étaient de 1 à 50 ou de 1 à 100 il y a un siècle. Et moi, je pense qu'il faut aller plus loin dans cette direction. Mais il faut se rendre compte que si on avait dit, il y a un siècle, aux élites économiques et politiques, voilà, on va diviser par 10 l'échelle des revenus après impôt, on va faire passer le taux global de prélèvement obligatoire de moins de 10% du revenu national avant la Première Guerre mondiale à 40-50% aujourd'hui. Toutes ces personnes auraient dit ça va être le ciel va s'effondrer, ça va être l'effondrement du système. Et en fait, non seulement le système ne s'est pas effondré, mais on a connu la plus grande période de prospérité, de croissance, parfois d'ailleurs trop de croissance, une croissance trop extractiviste, parfois trop au détriment des pays du Sud. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus pour penser la suite. Mais en tout cas, ce mouvement vers plus d'égalité, ce combat a été gagné. Donc moi je pense qu'on oublie trop souvent et les combats gagnés. Et alors, est-ce que ça veut dire que les mécontents ont tort, en quelque sorte? En tout cas, il faut un peu plus de perspective historique pour qu'ils réalisent, entre guillemets, la chance qu'ils ont d'être aujourd'hui. Non, alors il ne s'agit pas du tout, justement, ce constat, c'est pas du tout un appel à l'autosatisfaction, c'est au contraire un appel à poursuivre le combat, mais à poursuivre le combat sur une base historique solide et sur la base d'un projet. Parce que pourquoi ce mouvement vers plus d'égalité a eu lieu au XXe siècle? Parce qu'il y avait un projet de transformation, de socialisation des richesses, de démarchandisation. C'est-à-dire que quand on passe de moins de 10% du revenu national en prélèvement obligatoire à 40-50%, c'est pas seulement des transferts sociaux, des pensions de retraite, etc. C'est aussi des secteurs entiers de l'économie, l'éducation, la santé, qui échappent à la logique marchande, à la logique capitaliste. Et ça a marché. Ça a été un succès considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui nous disent il faut tout miser sur le secteur privé, on peut rien faire sans le secteur privé, etc. Pas du tout. Vous avez des secteurs entiers, où la santé notamment, où le secteur privé coûte beaucoup plus cher et soigne beaucoup moins bien. Et c'est la même chose dans une très large mesure dans l'éducation, dans les transports, dans l'énergie, dans la culture. Tous les secteurs qui, en fait, au XXIe siècle, vont continuer de croître parce que nos besoins matériels sont quand même en grande partie remplis et il va falloir sérieusement calmer le jeu de ce côté-là vu la situation climatique, environnementale en termes de ressources. Donc l'empreinte matérielle de notre... De l'éducation, de la santé, de la dépendance notamment. Alors l'empreinte matérielle dans ces autres secteurs est plus faible, mais elle doit être considérablement réduite. En tout état de cause, ce sont ces secteurs qui vont continuer de croître. Et dans ces secteurs, les logiques purement marchandes, capitalistes, ne fonctionnent en réalité pas très bien. Pourquoi? Parce que vous avez des logiques de motivation intrinsèque chez des enseignants, chez des soignants, chez des journalistes, chez les acteurs de la culture, dans les transports publics aussi, qui, quand on veut tout réduire à des incitations financières, en fait, font souvent beaucoup de mal, y compris en termes d'efficacité. Et donc, c'est ce mouvement historique vers la démarchandisation et vers davantage d'égalité
qu'il va falloir reprendre. Alors, est-ce que c'est facile ? Non, c'est-à-dire que toutes ces étapes qui ont été franchies dans le passé, ça s'est jamais fait comme ça. Ça s'est fait à travers des luttes sociales, politiques considérables, souvent au prix de crises extrêmement graves. Les 2 guerres mondiales, évidemment, ont joué un rôle. On évoquait la révolution bolchevique. Donc, tout ça, c'est jamais fait. Si on remonte la Révolution française plus loin, toutes les grandes transformations historiques depuis 2 siècles vers plus d'égalité se sont faites à travers des luttes et des moments de tension extrêmement forts. Donc, ce sera la même chose à l'avenir. Et moi, je suis incapable de les prédire, ces moments-là. Mais simplement, je pense qu'il faut prendre, pour se préparer à tout ça, je pense qu'il faut prendre la mesure de ces victoires passées pour penser les victoires suivantes. À propos justement de lutte et de mouvement social, quel regard vous portez sur le mouvement qui devrait prendre place demain, intitulé Bloquons tout, et au-delà sur ces mouvements pluriels qui surgissent depuis le mi-temps des années 2010, qui sont souvent éloignés des syndicats, qui sont plus nébuleux dans leur construction, qui sont souvent des mouvements d'opposition qui agglomèrent des sensibilités politiques différentes. Quel regard vous portez sur l'ensemble de ces mouvements-là, aussi larges soient-ils ? Tout au long de l'histoire, on a des mouvements de type nouveau dont à chaque fois on dit là voilà, c'est pas assez structuré, il faut se méfier. Et puis bon, en fait, ça finit par prendre forme. Alors, ou parfois ça ne prend pas suffisamment forme. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de formes nouvelles de mobilisation collective. Alors après, il faut les organiser. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, quand on regarde la situation des partis politiques à gauche ou des syndicats de certaines mesures, il y a quand même un défaut parfois de démocratie, d'organisation, de la participation démocratique de chacun. Et donc, il y a cette demande de participation très, très forte et qui ne trouve pas de débouchés durables, y compris à l'intérieur des syndicats, des partis qui, en principe, disent être là pour répondre à cette demande. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que le mouvement de demain, on peine un peu à voir les formes de participation, de prise de la décision qui vont permettre de déboucher. Mais moi, je suis vraiment incapable évidemment de prévoir ce qui va en sortir. En tout cas, cette colère, c'est d'abord une colère face à un niveau disons, d'injustice par rapport à la demande d'égalité qui s'exprime. Enfin là, on est quand même face à le gouvernement qui vient de tomber, expliquait tranquillement à la population que les retraités aisés, disait-il, mais enfin aisés, c'était à partir de 20 000 euros par an, donc 1 600 ou 1 700 euros de retraite par mois, allaient devoir contribuer davantage, avec la suppression de l'abattement de 10% sur les pensions. Enfin bref, toutes les personnes au-delà de ce seuil allaient payer davantage. Mais par contre, ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros de patrimoine ne peuvent pas payer 2% d'imposition parce que là, ce serait confiscatoire. Et si vous voulez, si vous avez des paroles comme ça dans le débat public, prononcé au plus haut niveau de l'État, les gens qui entendent ça, retraités ou futurs retraités ou citoyens ayant des revenus de 1 000 euros, 2 000 euros, même 3 000 euros par mois, qui entendent ce genre d'affirmation, comment voulez-vous que ça puisse être compris ? Et le fait que des dirigeants politiques, économiques, financiers puissent répéter ce genre de propos sans se rendre compte à quel point ils sont déconnectés de ce que les uns et les autres peuvent ressentir, ça c'est vraiment très grave. On croyait être un peu vacciné après les gilets jaunes, etc., où quand même on avait voulu augmenter les taxes sur l'énergie pour financer la suppression de l'ISF, en toute bonne conscience. Et là, on repart dans des propos et des mesures qui sont juste inaudibles pour tout un chacun. La voix de l'ex-premier ministre François Bayrou, il s'exprimait le 5 septembre dernier sur France 2 au sujet de la dette et de la dette qu'on livrerait aux générations futures. Depuis des mois, la France découvre la situation que j'ai moi-même mise en évidence depuis des années, qu'elle croule sous les dettes. Et un pays qui croule sous les dettes, c'est un pays dont toute l'activité, toute la création de richesse est pompée par le fait qu'on doit payer nos créanciers tous les ans. Et ce que nous disons est très simple, c'est pas l'austérité qu'on plaide. On plaide un ralentissement des dépenses. Et s'il n'y a pas de ralentissement des dépenses, la dette continue à augmenter et le poids qu'on met sur le sac à dos des plus jeunes devient de plus en plus important.
Il y a un quasi-mystère, Thomas Piketty, dans le champ de la recherche économique et des économistes au sens large. Certains vont vous dire le sujet de la dette publique, c'est la priorité absolue, sinon la France risque de s'écrouler. Et d'autres vous disent c'est un sujet de rang 8, de rang 10. Au fond, un État pourra toujours payer sa dette. Comment on explique encore qu'il n'y ait pas de consensus à ce sujet? Est-ce qu'au fond, ce n'est qu'un sujet politique et pas un sujet d'économiste? Mais tous les sujets économiques sont des sujets sociaux, politiques, et dont tous les citoyens doivent se saisir pour se faire leur opinion. Et je pense que sur cette question, comme sur d'autres, il faut avoir d'abord une perspective historique, parce que ce que nous apprend l'histoire, c'est que ce type de crise, d'abord, c'est déjà produite, qu'il y a des solutions, et qu'il y a toujours une multiplicité de solutions. C'est-à-dire que l'idée, voilà, il n'y a qu'une seule façon de se sortir de la dette, c'est de l'austérité, ça colle pas par rapport à l'histoire. Donc, juste quelques remarques d'un point de vue historique. Premièrement, la dette qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qui dépasse une année de produit intérieur brut, une année de revenu national, pour faire simple. On a déjà connu cette situation, en gros, c'est la 4e fois en France qu'on a une dette qui atteint ce niveau. La première fois, c'est évidemment au moment de la Révolution française, où elle atteint approximativement ce niveau. Les données sont pas parfaites, mais en gros, une année de revenu national, ça mène à la Révolution française, parce que la monarchie, à l'époque, s'est mise dans la tête qu'elle n'arrive pas à faire payer les aristocrates, et donc on appelle les États généraux, et finalement, à la sortie, on a un système fiscal universel, on a aussi une expropriation d'une partie des patrimoines privés, en l'occurrence, notamment les biens ecclésiastiques. Bon, voilà, toute une histoire qui va sortir de là. Il y a 2 autres fois au XXe siècle, qui est à l'issue de la Première Guerre mondiale, puis à nouveau à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où là, on a entre 2 et 3 années de produit intérieur brut de dette publique. Donc, premièrement, dans l'histoire, on a déjà connu des crises comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en sort simplement? Non, parce qu'à chaque fois, ça crée des crises politiques de très grande ampleur. Parce que derrière ces questions de dette, il y a d'abord des conflits de répartition. Et c'est là que le discours de François Bayrou sur nos pauvres enfants, ça manque terriblement de classe sociale, simplement, dans le raisonnement. C'est-à-dire, juste pour redire quand même un petit peu les choses. C'est vrai, la dette publique a augmenté en France depuis les années 70. Mais les patrimoines privés ont beaucoup plus augmenté que la dette publique. C'est-à-dire juste quelques ordres de grandeur. La dette publique était, mettons, à 20-30% du PIB, elle est à 100 ou 120%. Mais les patrimoines privés qui étaient à 300% du PIB sont passés à 600%. C'est-à-dire que la dette, les patrimoines privés aujourd'hui en France, c'est juste les données de l'INSEE, enfin c'est les comptes nationaux, c'est plus de 15 000 milliards d'euros. Et donc l'augmentation des patrimoines privés, et la dette à 3 000 milliards. Donc les patrimoines privés ont beaucoup plus augmenté que la dette publique. Donc la France dans son ensemble est évidemment beaucoup plus riche, non seulement en termes de niveau de PIB, mais même en pourcentage de son PIB sur ce qu'elle possède, qu'elle ne l'a jamais été. Le problème, c'est son gouvernement qui est pauvre. Mais alors, si on revient à la métaphore sur nos pauvres enfants de François Bayrou, ça veut dire qu'en fait, les enfants qui vont hériter de patrimoine privé, en fait, ils vont hériter plus qu'ils n'ont jamais hérité. Et cette augmentation des patrimoines dont ces enfants vont bénéficier au fil des générations, en pourcentage du PIB, n'a jamais été aussi élevée et a beaucoup plus augmenté que l'augmentation de la dette publique. Donc, il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble, à la fois historique sur d'autres crises de la dette publique et sur l'équilibre entre patrimoine public et patrimoine privé. Sinon, on se trompe complètement de débat. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est simple de redistribuer une partie du patrimoine privé pour réduire la dette publique ? Non, c'est jamais simple, parce que les intérêts sociaux en jeu, évidemment, sont considérables. Et chacun a peur de se faire avoir. Donc, celui qui a 500 000 ou 1 million d'euros se dire « Ah, voilà, je vais passer à la casserole », alors que les milliardaires ne payent rien, ce qui, évidemment, poserait problème. Donc, il faut réussir à trouver une façon de convaincre les uns et les autres que tout ça peut se faire de façon juste, sans que les plus riches échappent à tout, et que ce soit plutôt, disons, les classes moyennes supérieures qui payent tout. Donc, il y a des conflits derrière tout ça. À l'époque de la Révolution française comme aujourd'hui, qui ne sont pas des conflits simples. Et donc ces questions de répartition de qui va payer la dette publique sont toujours des conflits complexes. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand on atteint ce niveau de dette publique, qui est effectivement historiquement, disons, aussi élevé qu'à la Révolution française, moins élevé qu'après les guerres, mais aussi élevé qu'à la Révolution française, quand même, la grande leçon historique, c'est que ce niveau d'endettement public se règle toujours, au moins en partie, par des mesures exceptionnelles de redistribution des patrimoines privés. C'est-à-dire, soit ça se fait au moment de la Révolution française avec les mesures déjà évoquées, soit ça se fait après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, avec des ponctions exceptionnelles sur le patrimoine privé. Alors, soit de façon progressive, avec des impôts progressifs sur les plus hauts patrimoines, soit avec de l'inflation, ce qui est en fait une ponction souvent sur le patrimoine des plus pauvres. Donc moi, évidemment, je préfère la première solution. Et sur les propriétaires ? Et sur les plus hauts propriétaires, mais
Mais de toute façon, ça ne se fait pas avec des mesures d'austérité budgétaire sur des dizaines et des dizaines d'années. Parce que c'est un autre argument que beaucoup opposent justement à cette volonté de taxer les plus hauts revenus et les patrimoines plus encore, c'est de dire, dans le fond, vous évitez le sujet véritable, le sujet de la réforme de l'État, des fameuses réformes structurelles. Qu'est-ce que vous opposez justement à cela? Est-ce qu'il faut avancer sur deux jambes, c'est-à-dire faire les deux, et les réformes et la taxation des hauts revenus, ou bien ce qui compte de prime abord, c'est cette taxation-là? Non, mais s'il y avait des dépenses inutiles publiques, il faudrait évidemment les supprimer tout de suite. Mais simplement, moi, ce que je constate, c'est qu'on a un certain nombre de gouvernements, Sarkozy, Macron, qui ont passé leur temps à dire vous allez voir ce que vous allez voir, il y a des dépenses publiques inutiles dans tous les coins, et puis après, ils arrivent au pouvoir, ils ne les trouvent plus. Donc, si vous voulez, c'est très facile de promettre comme ça, regardez, toutes ces dépenses inutiles. En fait, c'est pas si simple. Alors, je dis pas qu'il y en a pas. Moi, je veux dire, je suis pas spécialiste de chaque branche de l'action publique, et on peut toujours mieux organiser les choses. Mais globalement, le service public en France, notamment dans les deux grands postes de dépenses qui sont l'éducation et la santé, franchement, ne coûte pas si cher que ça par rapport au service rendu et par rapport à ce que coûterait un service privé. C'est-à-dire, si on compare avec d'autres pays où le système va être privé, notamment la santé aux États-Unis, pour prendre un exemple clair, on est aujourd'hui à plus de 18%, 19% du PIB sur le coût de la santé aux États-Unis, contre 12 ou 13% en France ou en Europe, avec des indicateurs de santé publique qui sont bien meilleurs en Europe. Donc, ceux qui disent, voilà, on va réduire, on va faire des économies sur la santé, ce qui faisait quand même partie des propositions de François Bayrou, et puis, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, les dépenses de santé vont continuer d'augmenter. Parce que le vieillissement, parce que des progrès technologiques. Donc, soit on met des ressources publiques pour le financer, soit ce seront des ressources privées qui augmenteront. Ces ressources privées, forcément, ce sera beaucoup plus inégalitaire et ce sera sans doute aussi beaucoup moins efficace. En tout cas, c'est ce que les comparaisons dont on dispose suggèrent. Donc, voilà, il faut essayer de regarder tout ça sans se payer de mots sur des slogans sur les dépenses inutiles que tous les gouvernements ont bien du mal à trouver lorsqu'ils sont au pouvoir. Pourquoi vous attaquez-vous, Thomas Piketty, avec Michael Sandel, dans cet ouvrage intitulé « Ce que l'égalité veut dire » à la méritocratie, au concept même de méritocratie? Qu'est-ce qui vous embête avec la philosophie que ce terme-là charrie? Parce que ce terme est instrumentalisé souvent par les gagnants du système au sens large pour stigmatiser les... C'est une philosophie de gagnant ? C'est-à-dire que en pratique, c'est instrumentalisé comme ça. Alors ça pourrait ne pas être, mais en pratique, c'est instrumentalisé comme ça, et notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il faut bien voir qu'on a changé de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à plus de 50%, même plus de 60% d'une classe d'âge qui entreprend des études d'enseignement supérieur en France. Et on ne va pas revenir en arrière. En Corée du Sud, on est à presque 70%. Donc le mouvement va continuer, d'autres ans, on va certainement pas revenir en arrière. Quand Bourdieu écrivait Les Héritiers au début des années 60, on avait 2% d'une classe d'âge qui était dans l'enseignement supérieur. Donc quand on passe de 2% à 60%, on a changé de société. Et d'ailleurs, ça fait partie du mouvement vers l'égalité que je décris. C'est-à-dire qu'on a quand même un mouvement où ce qui était le privilège d'une classe, d'une toute petite classe, devient accessible à la majorité. Mais les moyens n'ont pas forcément suivi autant qu'ils le devraient. Donc ça, c'est un problème. Et puis, on a des hiérarchisations et des discours visant à légitimer ces hiérarchies à l'intérieur des diplômés de l'enseignement supérieur, qui se sont développés à la même vitesse que l'enseignement supérieur lui-même, avec souvent un degré de mauvaise foi considérable. C'est-à-dire qu'en France, on va dépenser 3 fois plus par étudiant dans les classes préparatoires ou dans les grandes écoles que dans les étudiants à l'université, en toute bonne conscience, alors que les origines sociales des premiers sont nettement plus favorisées en moyenne que les origines sociales des seconds. Et donc, on va mettre de l'argent public qui, de facto, va exacerber, accroître les inégalités. Moi, ce que je dis, c'est pas forcément qu'il faut diminuer ce qu'on met dans les filières qui en ont plus, mais plutôt qu'il faut augmenter énormément ce qui est investi dans les universités, dans les IUT, dans les BTS, dans toutes les filières qui actuellement sont très mal dotées. Aux États-Unis, c'est encore pire, où on achète quasiment son admission. C'est-à-dire, vous savez, actuellement, vous êtes à 1/3 des étudiants de Harvard qui sont admis dans le cadre de ce qu'ils appellent pudiquement les legacy students, c'est-à-dire ce qui sont les étudiants qui ont coché la case disant que leurs parents ont fait un don à l'université ou sont dans les anciens étudiants de l'université. Et dès lors que vous cochez cette case, vous n'êtes plus du tout dans le système de sélection des autres étudiants.
Alors pendant longtemps, les collègues des universités américaines disaient oh mais c'est négligeable et puis bon ça nous permet quand même d'avoir des donateurs donc vous vous rendez pas compte. Non mais là ils en sont à plus d'un tiers de leurs étudiants comme ça. C'est-à-dire que là on est quand même il y a vraiment il y a quand même un problème. Donc quand la méritocratie prend ce type de caractéristiques, vous voyez il faut sortir de là. Merci Thomas Piketty. Je rappelle le titre de cet ouvrage qui est déjà sorti et intitulé Ce que l'égalité veut dire, un échange entre vous et le philosophe américain Michael Sandel. Et merci également à celles et ceux qui ont